Alors, je suis ravie de recevoir mes 3 invités aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce webinaire co-organisé par Stratégie et Bazar Voice pour parler pendant 1 heure environ de social commerce. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Bouvier. Vous êtes directrice marketing et digitale de la marque Undies, une marque qui est née en 2007, qui est experte de la génération Z. Vous allez nous expliquer comment la marque mise sur des opérations digitales pour faire le lien entre les écosystèmes social media et les ventes en ligne et aussi en magasin. Je suis très contente aussi de recevoir Camille de Carnavanois, responsable social média et influence Bateau, une marque historique du début du XXe siècle, qui a été créée il y a longtemps, qui a su rester authentique et engagée. Camille, vous allez nous montrer qu'il est possible de faire de l'acquisition sur les réseaux tout en étant créatif, en respectant un ADN visuel fort et en racontant des histoires vraies. Et enfin, Valentin Tijoux, solution consultant Europe du Sud chez Bazar Voice, vous allez nous présenter la dernière acquisition du groupe, Curalate, une plateforme qui propose des solutions de commerce social, de contenu généré par les utilisateurs et de marketing d'influence. Et vous allez nous présenter des techniques précises pour exploiter au mieux du contenu social inspirant et générer des ventes sur les réseaux sociaux. Alors, pour traiter de ce sujet très actuel du social commerce, on a choisi l'angle de l'image comme vecteur d'acquisition sur tous les réseaux sociaux. Alors, dans une première partie, on va se prêter à un exercice de définition. Le social commerce, c'est quoi? Comment ça marche? Comment concrètement faire le lien entre les réseaux sociaux et les ventes en ligne ou en boutique? On va voir comment le rôle de l'image est primordial pour que les consommateurs s'approprient leur marque et en deviennent porte-parole. Dans une deuxième partie, on va plus parler de la complémentarité entre les contenus générés par les consommateurs et les influenceurs. Et on va voir dans le détail également quelle stratégie à mettre en place selon les réseaux sociaux, en fait. Et enfin, une troisième partie sera consacrée à la mesure d'efficacité et aux bonnes pratiques. Enfin, on aura un quart d'heure de questions-réponses. Alors, restez bien jusqu'à la fin si vous avez des questions à poser à nos invités. Voilà. Alors, depuis quelques années, tous les réseaux sociaux ont commencé à mettre en place des outils, des fonctionnalités pour accélérer sur le marché du commerce social, des espaces de shopping, des boutons call to action pour renvoyer directement sur les pages produits des sites de marque, etc. Alors, concrètement, je vais vous poser la première question à vous, Valentin. Comment les réseaux sociaux permettent-ils de générer des conversions ? Bon, déjà, en fait, il faut savoir que lors de l'essor des réseaux sociaux, il y a quelques années, les marques se sont rendues compte que leurs consommateurs et les fans qui les suivaient pouvaient devenir de véritables ambassadeurs de la marque et pouvaient même, dans un certain cas, communiquer à sa place. Et de nombreux internautes n'hésitent pas, en effet, à mettre en valeur les marques qu'ils aiment dans des contenus créatifs et originaux, souvent visuels, des photos ou des vidéos. Et donc, les marques, déjà, depuis quelques années, exploitent déjà la parole du consommateur pour travailler sur leur brand awareness et être vues comme une marque qui est proche du consommateur. Mais aujourd'hui, il devient possible, effectivement, de monétiser ce contenu social, soit en rendant ces contenus shoppable, c'est-à-dire être capable, depuis une photo, une vidéo postée sur les réseaux sociaux, d'acheter le ou les produits qui sont mis en valeur dans ces contenus, ou alors en réutilisant ces contenus directement sur les sites e-commerce ou d'autres canaux de distribution pour apporter de l'inspiration aux visiteurs et leur offrir une expérience originale de découverte de l'univers de la marque. Et cet aspect de découverte des produits est quelque chose qui est de plus en plus apprécié par les consommateurs en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Une récente étude de Google et d'Ipsos a montré que 76% des internautes appréciaient découvrir des produits qu'ils ne connaissaient pas lors de leur consultation, de leur utilisation des médias sociaux. Donc effectivement, le social commerce vise donc bien à générer du revenu en ligne ou en magasin en exploitant la richesse et la créativité des contenus qui sont présents sur les réseaux sociaux. Ok, merci beaucoup. Pour vous, Charlotte, chez Undies, c'est quoi votre définition du social commerce ou social selling, on dit aussi. Pour vous, est-ce que ces deux termes sont synonymes? Je ne suis pas forcément linguiste et je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, mais nous, on a, je dirais, une acceptation un peu primaire de ce terme-là en considérant que social selling ou social commerce, toutes les récentes fonctionnalités des réseaux sociaux qui permettent de vendre très rapidement, c'est-à-dire de limiter le nombre de clics entre les communications qu'on a, qu'elles soient organiques ou sponsorisées,
et l'arrivée sur notre site ou notre magasin. Et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions récentes des plateformes de réseaux sociaux en ce sens. Je pense notamment à toutes les fonctionnalités Insta Shopping sur Instagram qui permettent vraiment de générer en fait un écosystème commerçant à l'intérieur du réseau social. Donc ça, je pense que c'est un peu l'acceptation première. Et puis, au-delà de ça, je pense que le social selling, et c'est ce que disait Valentin, c'est tout cet écosystème social, donc de toutes ces plateformes sociales sur lesquelles il y a une interaction quotidienne entre les consommateurs entre eux, les consommateurs et les marques, qui génère un écosystème vertueux pour le commerce à terme, que ce soit en prospection, que ce soit en post-achat, en SAV et en service client, ou que ce soit aussi pour amener à la transaction. Et c'est vrai que je pense que personne ne pourra nier qu'aujourd'hui, cet écosystème digital cet écosystème de réseaux sociaux, il est clé non seulement dans l'animation de la marque, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans l'animation du business. Et voilà, donc je pense que c'est ça le social commerce. Ok, très bien, merci beaucoup. Et vous, Camille, chez Petit Bateau, quelle est votre définition de commerce social? C'est assez drôle parce que, en fait, là, en écoutant, Valentin et Charlotte, je me rends compte que nous, on l'a vécu plus tous ces outils qui émergent, dans cet écosystème de réseaux sociaux. En fait, on l'a jamais intitulé, social commerce, on l'a vécu comme, juste une évolution, normale, de l'usage, en fait, des réseaux sociaux. Chez Petit Bateau, en tout cas, la notion vraiment de social selling, elle est apparue vraiment chez nous, hein, depuis le confinement. C'est vraiment à ce moment-là où on a parlé de social selling parce qu'en fait, il y a eu vraiment un twist à faire sur, comment on va s'adresser à nos clients, surtout par le biais des boutiques, sachant qu'on a, vraiment des problématiques du coup de se rendre en magasin. Comment on fait évoluer en fait nos boutiques, vers ce social selling, pour accompagner donc les vendeuses, auprès des clients et donc leur proposer du personal shopping, humaniser une relation, voilà, c'est en fait pour nous ça va être ça, en tout cas chez nous qu'on appelle le social selling, c'est l'humanisation de cette relation client et de trouver, de nouveaux moyens en fait, de s'adresser à lui, en lui proposant voilà des nouvelles, méthodes d'achat, heu, voilà. Ok, super. C'est aussi beaucoup d'inspiration finalement qui, in fine, amène à l'achat, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment un accompagnement, nous chez Petit Bateau, notre mot d'ordre, notre règle de toujours, c'est vraiment, l'humain avant tout, et donc c'est vraiment de trouver une manière, voilà, d'accompagner aussi les personnes dans cette transformation-là et de les faire consommer différemment, voilà. Je comprends. Ok, super, merci beaucoup. Avant de poursuivre, je voulais rappeler quelques chiffres. Valentin, vous en avez déjà donné quelques-uns. Quelques chiffres de contexte, on va dire, qui ont été publiés par la société de conseil technologique Kerus, Keyrus, donc sur des grandes tendances des réseaux sociaux et d'Internet. Dans ces chiffres, on note que 95% des 18-34 ans suivent une marque sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre qui est assez énorme. Dans la population globale, on va dire, c'est 88% des individus qui consultent les avis clients avant de réaliser un achat. On a 21% des transactions qui ont été faites sur un terminal mobile. Alors là, c'est un chiffre de 2018. Je pense que ce chiffre a dû exploser, notamment pendant le confinement. En tout cas, il était de 21% en 2018. Sur le pouvoir des influenceurs, vous en parliez tout à l'heure, Valentin, on a plus de 50% des 18-24 ans qui ont découvert un produit grâce à un influenceur. Sur la population globale, c'est 25%, un quart des Français qui ont déjà découvert un nouveau produit via un influenceur. Et on a 40% des personnes qui déclarent qu'ils font plus confiance aux influenceurs qu'à la publicité dite classique. Ok, donc on l'a compris, le social commerce, c'est faire le lien entre les réseaux sociaux et les ventes en ligne ou en magasin. Charlotte, votre marque Undies, elle a basé sa communication sur le concept de phygital. C'est la contraction de magasin physique et de digital. Comment ce concept prend-il forme en fait concrètement? Alors, vous le disiez tout à l'heure, Undies, ça a été créé en 2007 c'est une marque de lingerie qui a été créée au sein d'un groupe qui est le groupe Etam.
donc qui a une tradition de commerce physique très forte parce que c'est un groupe retail. Donc nous, on est né avec cet ADN retail et le développement de la marque qui s'est créé. Il s'est créé en ouvrant des magasins. Par contre, le groupe se positionne depuis très longtemps sur une ambition très forte d'avoir vraiment une linéarité parfaite d'expérience entre les canaux digitaux et physiques. Et Undies, qui est en plus la marque jeune, où notre cœur de cible, ce sont les 18-25 ans, a toujours eu à cœur de vraiment faire vivre très fortement ces valeurs de digital, c'est-à-dire de mixer l'expérience physique et digitale, quel que soit le point de contact de la cliente. Donc ça va dans les deux sens, hein. C'est comment on bénéficie sur notre site de toute l'expertise qu'on peut trouver en magasin, et à l'inverse, évidemment, c'est comment on peut faire vivre des expériences plus digitales dans les points de vente. Parce qu'aujourd'hui, le client ne se pose plus la question en fait d'acheter sur un canal ou sur un autre. Voilà, donc on a, nous, beaucoup d'innovations en ce sens, et depuis longtemps. Undies avait notamment créé, il y a quasiment une dizaine d'années, le concept de magasin de Undies Machine. Ouais. En arrivant dans les magasins, on pouvait, sur un écran, commander des produits qui étaient envoyés via un système de pneumatique dans une capsule. Donc déjà une expérience qui était très digitale parce que c'est une expérience écran avec l'arrivée physique du produit en live. Donc ça a été très, très positionnant pour Undies. C'était en quelle année est-ce que ça avait été lancé, ça? C'était il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Qui avait beaucoup fait parler d'elle à l'époque. Et aujourd'hui, on anime vraiment beaucoup la marque sur cette notion de digital, et que ce soit sur des choses que voit le consommateur ou ne voit pas. Par exemple, on a une très grosse partie de nos commandes e-commerce qui sont préparées en magasin aujourd'hui, grâce à une technologie qui est la RFID. On a évidemment, comme beaucoup de marques, on propose un click and collect, donc une commande en ligne qu'on peut venir retirer en magasin. Sauf que comme une grosse partie de nos commandes sont préparées en magasin, potentiellement une commande peut être disponible pour notre conso sous quelques heures. Oui. Voilà, donc ça c'est ça aussi l'intérêt du digital, c'est qu'en fait on peut proposer une immédiateté d'expérience avec le digital et puis une concrétisation très rapide avec notre réseau de magasins physiques avec plus de 140 magasins en France par exemple. Et en termes d'animation de marque, on fait régulièrement des choses qui vont dans ce sens-là. Et par exemple, c'est les images qui sont à l'écran. On a lancé une collection Harry Potter il y a quelques semaines, il y a 15 jours ou 3 semaines. On a monté un pop-up store autour de cette collection Harry Potter dans notre magasin flagship de Rivoli. Et toute cette expérience autour de cette collection était digitale. Donc sur ce pop-up store qui mettait en scène la collection physiquement, avec toute une scénographie autour de l'univers d'Harry Potter, on a fait venir des influenceurs qui sont postés depuis ce lieu-là. On a organisé un live avec une influenceuse qui a fait découvrir la collection en live depuis le magasin physique, que plusieurs milliers de personnes ont vu. Et on a également organisé un jeu concours en ligne auquel nos clients pouvaient également participer via un QR code qui était inscrit sur une PLV en magasin. Voilà, donc on est vraiment tout le temps en train d'avoir cette linéarité la plus parfaite entre l'expérience digitale et l'expérience physique. Les QR codes, c'est très très en vogue en Asie notamment, hein. C'est quelque chose qui marche très bien. Chez nous, ça marche aussi en France? Alors il y a un regain d'utilisation du QR code depuis le confinement et la réouverture des restaurants. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'aujourd'hui, vous scannez beaucoup de cartes, de menus de restaurants et de cafés via le QR code. C'est vrai. Et c'est vrai que depuis que la technologie déjà QR code de lecture est embarquée dans l'appareil photo de beaucoup de smartphones, c'est déjà beaucoup plus facile que quand on devait télécharger une application, etc. Et en plus là, avec tous ces restaurants qui proposent de télécharger le menu via le QR code pour éviter de toucher un menu, je pense que l'usage est en train de se développer très rapidement. Carrément, super, c'est très intéressant, merci beaucoup. Dans la même idée, Valentin, Bazaar Voice, c'est une plateforme technologique. Comment concrètement vos solutions, elles vont faire le lien entre les réseaux sociaux et la vente? Bien avec la technologie de Curalite, en fait, on est en capacité de mettre en relation des contenus visuels, donc des photos ou généralement des vidéos provenant des réseaux sociaux, avec les produits qui sont mis en avant dans ces images ou ces vidéos. Curalite, donc si on peut mettre à la régie le petit slide, ça permettra d'illustrer un peu mieux. Alors voilà, Curalite en fait est ainsi en mesure déjà de collecter des contenus sociaux provenant de différentes sources. Et quand je parle de sources, c'est vraiment la personne qui a créé ces contenus. Donc, les consommateurs eux-mêmes, des contenus qui peuvent provenir d'influenceurs ou de micro-influenceurs,
ou même du contenu créatif provenant des marques elles-mêmes. Et chaque contenu est finalement scanné et tagué automatiquement avec le ou les produits qui sont visibles dans cette photo. Et c'est la manière finalement dont on crée la passerelle entre le social et le côté commerce et la page produit. Et ces contenus tagués peuvent ensuite être affichés dans tous les canaux de communication ou de vente de la marque en ligne, sur le site e-commerce, sur les comptes sociaux de la marque, que ce soit bien souvent Instagram ou Facebook par exemple, dans les contenus éditoriaux de type blog par exemple, ou encore dans des campagnes d'email type newsletter. Donc la marque permet ainsi d'offrir de l'inspiration et permet aux internautes de découvrir les produits d'une marque d'une manière un peu plus originale. Je vais vous montrer maintenant 2 exemples d'utilisation de la technologie Corralate. D'abord, c'est un cas de l'exploitation de contenu généré par les consommateurs sur le site e-commerce. La marque Express, donc, que vous voyez ici la page d'accueil, en fait, elle incite ses fans à poster des photos sur Instagram ou encore des vidéos TikTok via des hashtags spécifiques. Et ce contenu est ensuite mis en avant sur la page d'accueil du site. Donc finalement, cette galerie d'inspiration permet aux visiteurs de découvrir les produits de la marque portés par d'autres consommateurs. Et en cliquant évidemment sur les images ou les vidéos, ici un contenu TikTok, vous visualisez le ou les produits qui sont mis en avant et vous pouvez passer à l'achat. Et donc finalement, en fait, c'est une manière de rendre la découverte de l'univers de la marque un peu plus originale que d'arriver sur le site et de faire une recherche via la barre de recherche et d'afficher les produits correspondants. Le deuxième exemple qui illustre maintenant comment rendre le contenu social shoppable, il s'agit de la page Facebook de la marque River Island qui a développé une véritable stratégie social commerce un peu cross-canal. Sur cette page, il est ainsi possible de cliquer sur les images qui mettent en avant les collections de la marque et en cliquant, j'arrive sur une vitrine où il est possible de visualiser le ou les produits qui sont présents sur la photo, toujours grâce au tagging intelligent en fait des produits. Et de plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette page vitrine, je suis également en capacité d'aller accéder à d'autres collections du produit, donc de découvrir aussi vraiment, encore une fois, tout l'univers de la marque et pas uniquement les produits qui sont mis en avant sur la photo. Donc vraiment, la page vitrine ici, elle permet ainsi d'acheter facilement et de découvrir d'autres produits. Et ça, c'est des solutions que vous pluguez sur les sites e-commerce de vos clients, en fait. C'est ça, oui, exactement, oui. Ok, super. Merci beaucoup. Du coup, Camille, chez Petit Bateau, enfin là, on parle beaucoup d'acquisition, de performance, mais est-ce que les ventes, en fait, c'est toujours un objectif pour une marque? Alors, pour une marque, j'ai envie de dire oui, parce que l'idée, c'est quand même de vendre des vêtements pour vivre. Après, est-ce que c'est toujours l'objectif dans une campagne et est-ce qu'il y a que ça qui va, est-ce qu'il y a que cette notion d'acquisition qui va permettre de générer des ventes? Non. En fait, nous, c'est vrai qu'on a une grosse partie de nos campagnes qui sont quand même des campagnes de branding, d'image. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'image que derrière ça ne va pas générer des ventes. Oui. Par exemple, récemment, donc on a fait un partenariat avec le podcast Bliss Stories, avec Studio 71 du groupe TF1 Unify, où là, pour célébrer en fait les 2 ans de ce podcast, Bliss a lancé sa chaîne YouTube. Et donc, on a été partenaire de ces 2 ans-là, de ces 2 ans, et donc de cette chaîne où on a décidé de réaliser une vidéo avec Clémentine, la fondatrice. Alors, pour l'anecdote, moi, j'ai réalisé un podcast à titre personnel pour elle, donc ça donnait du sens d'avoir la marque et aussi la Bliss Girl, comme elle les appelle, qui vient parler des produits Petit Bateau. Donc c'était vraiment une opération où on promeut les innovations et qui, a priori, n'a pas vocation à générer immédiatement des ventes. Mais il est certain que
ça permet de faire connaître la marque, de faire connaître les innovations à une cible à laquelle on ne s'adresse pas forcément, parce qu'elle a une cible, qui est très affinitaire avec la nôtre, mais ce sont pas forcément des femmes à qui on s'est déjà adressé. Hem voilà et le tout en restant, en mettant en avant encore une fois, plus, voilà de l'humain, des anecdotes, voilà. C'est pour nous, l'axe image, il est primordial. Alors on peut montrer, la vidéo. Je crois On le que j'ai la rappelle, main Bliss, c'est dessus. un podcast sur la maternité, hein. Tout à fait, oui. Maternité, c'est exactement ça. Donc, l'idée du podcast, c'est de faire des épisodes, sur l'histoire de futures mamans, jeunes mamans, d'où la cible, Affinitaire. très affinitaire. Ouais, tout à fait. Bonjour à toutes, bienvenue chez Bliss. Bonjour à toutes, Aussi étonnant bienvenue que chez Bliss. Aussi étonnant que ça puisse paraître, composer un truc s'avérait être un vrai casse-tête, surtout quand c'est un premier bébé. Le jour J approche, la chambre est quasi prête, la poussette est dans l'entrée, la table à langer est installée, l'armoire est montée, ok, mais qu'est-ce que je mets dedans ? Quels sont les indispensables pour habiller mon bébé les premiers jours et ceux qui suivent? Pas de panique, je sais ce que c'est, moi aussi, je suis passée par là. Et pour nous aider et voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir la Rolls des conseillères en la matière. J'ai nommé Camille, Bliss Girl de mon cœur, qui, figurez-vous, est aussi responsable des réseaux sociaux et de l'influence chez Petit Bateau. Parfait, non? Voici Camille. Et même un bonnet Un aussi. petit bonnet. On n'en a pas parlé, mais Oui. c'est systématique le bonnet Ouais, à prévoir aussi. à prévoir. Ouais. Super. Bon, et alors ça, c'est un modèle avec plein de pression. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai vu que tu en avais d'autres là Oui, dans ton panier. écoute, je vais te parler d'une innovation. Petit bateau, Ok, vas-y. parce qu'on innove Ok, qu'est-ce que vous nous avez concocté? à toutes les saisons. Mais on en a qui, quand ils grandissent, tu sais, je suis pas venue seule. Oui, j'ai vu que tu n'étais pas venue seule. Bon. Hein, tu es venue avec ton super assistant. Ouais. Salut Com. Oh, les mamans! Voilà, sa maman. Tout à l'heure, je te parlais de notre envie de simplifier la vie des Oui. parents et de rendre Disponible du coup sur YouTube. C'était pour montrer voilà, un petit extrait sur le fait que là, on parlait de nos nouveautés, de nos innovations Petit Bateau par le biais donc du coup de cette vidéo YouTube, pardon. C'est une nouvelle manière aussi, c'était une nouvelle manière, c'est pour nous de nous exprimer. Ça nous permet aussi, de créer plus de relationnel. Clémentine donc du podcast de Bliss a une communauté très engagée. Voilà, et ça nous empêche pas derrière, par exemple, d'avoir glissé un code promo, pour toutes les nouvelles clientes pour garder en tête cet objectif de recrutement de nouvelles clientes pour faire découvrir les produits. Mais voilà, c'est aussi, on essaye de tester de nouvelles choses, qui font du sens, et qui ne sont pas, entre guillemets «juste pour vendre». Moi, c'est quelque chose, que je répète souvent. Alors c'est un peu cru de le dire comme ça, mais, en fait, les gens ne sont pas des porte-monnaies ambulants et ils sont, sursollicités, en permanence pour, consommer, consommer, consommer et je pense que c'est important pour les marques de se différencier et de venir apporter, autre chose que des sollicitations, permanentes. Voilà. Donc on essaye de faire des choses un peu différentes. Ah, tu as pas ton micro, Cécilia. Merci. Ouais, c'est carrément intéressant. D'autant que là, on le voit, on est sur une forme de publicité très très innovante, hein, où on n'a pas, voilà, de mannequin. Le bébé, c'était le vôtre. C'est vous qui vous mettez en scène, j'ai envie de dire des vrais humains. Comment justement, on va parler du rôle de l'image. Comment les codes visuels de Petit Bateau ont évolué à travers le temps et notamment avec le social media. C'est vrai que historiquement, en fait, on avait, donc on est une marque de vêtements pour enfants. On n'a jamais été, une marque, de mode et pourtant, hem,
on avait quand même des codes très similaires. Donc, c'est vrai que historiquement, on avait quand même des visuels qui étaient très esthétiques, qui étaient spécifiquement pensés pour de la presse, des lookbooks, du e-commerce. C'était quand même très léché, très esthétique, très joli. Et en fait, au fur et à mesure de notre implication sur les réseaux sociaux, auprès de notre cible, qui est quand même des cibles assez familiales, on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins quand même sacrément déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'en vrai, on se réveille pas un matin, avec, les cheveux toujours très bien lissés et cetera, ou les enfants, c'est pas toujours, les intérieurs, les chambres des enfants ne sont pas toujours parfaitement rangées, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un besoin cruel, de redevenir, de s'adresser à des vrais parents, à des vraies familles, avec des vrais messages, et donc on a voulu, enfin, par le biais de la production de nos images, c'était de rendre les choses beaucoup moins esthétiques et de s'inscrire beaucoup plus, en fait, dans le quotidien, des gens. Donc effectivement, il y avait, si on peut remettre la slide, d'avant, je mettais, un exemple, tout à droite, c'est le feed, Instagram, Petit Bateau d'il y a 3 ans, où tout était, voilà, tout était pensé en amont. C'était très peu, spontané, très peu authentique. On utilisait beaucoup moins le contenu des gens aussi. Ouais. C'était, vraiment, très, carré, on va dire. Aujourd'hui, on se permet beaucoup plus de choses. On essaye vraiment d'identifier des moments clés dans la famille des gens, de leur parler, avec, voilà, des vraies histoires. Par exemple, sur, notre, dernier shooting là, Petit Bateau, on n'a pas du tout fait appel à des mannequins femmes, par exemple, qui joueraient le rôle de la maman. En fait, on a demandé aux parents d'être présents et c'est eux qui ont posé pour les photos avec leurs enfants pour, voilà, pour générer des parce qu'en fait, quand on voit le résultat des photos, enfin, c'est du vrai, quoi. Ce qui se passe entre l'enfant et la maman, et l'image, c'est tellement important que, voilà, quand on regarde une image, il y a quelque chose qui se passe et c'est important d'être dans le vrai, en fait. Voilà, on a envie d'être une marque très proche de nos clients, nos communautés. Donc, on essaye de raconter un peu les vraies histoires de la vie, quoi. Super. Dans la même idée, Charlotte, j'ai lu que durant le confinement, Undies en fait, avait fait appel à des influenceuses pour créer du contenu photo que après vous avez réutilisé sur votre site de e-commerce en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous faire un petit bilan en fait de cette opération un peu improvisée, on va dire? Alors, chez Undies, on a toujours généré du contenu avec des influenceurs pour alimenter nos réseaux sociaux. Mais comme le disait Camille, on avait en parallèle de ça des images qui étaient faites pour nos magasins ou pour notre site e-commerce, qui étaient des images qui étaient produites dans un système de production d'images classique, extérieur ou studio, photographe, lumière, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que début avril, plus possibilité de shooter. Nous, on shoot en plus notamment sur le shoot pour alimenter le site internet, on shoot dans des délais assez courts. Et donc, on n'avait plus de visuel pour alimenter les fiches produits du site. Donc, on a très naturellement contacté les influenceuses avec lesquelles on travaillait régulièrement pour générer du contenu, pour alimenter nos réseaux sociaux. Et on leur a demandé de se shooter chez elles. On leur a envoyé les produits, on leur a demandé de se shooter chez elles avec nos produits. Et on a utilisé ces contenus pour alimenter le site e-commerce, mais sur les pages catalogues, les fiches produits, etc. Et en fait, énorme succès, parce que c'est ce que disait Camille, c'est que toute cette véracité, cette authenticité, ce vrai, c'est pas forcément que une problématique d'expression de valeur de marque et d'image. Ça peut être aussi quelque chose qui marche très bien pour juste générer du commerce, parce qu'en fait, les gens s'identifient tout de suite. Nous, on avait toujours eu sur notre shoot e-commerce, on caste des filles qui sont, qui est quand même une diversité de taille, etc. On ne retouche pas, donc parce que l'inclusion et la diversité des morphologies, c'est quand même quelque chose qui est assez fort sur notre cible, donc on avait toujours eu ces partis pris-là. Mais là, de sortir d'une image studio léchée, et surtout d'une photo qui est prise par un tiers, ça a emmené vers quelque chose de complètement différent. Et en plus, ça crée des opportunités de budget très fortes, parce qu'on est sur un écosystème qui est beaucoup plus, faut le dire, beaucoup plus simple.
et voilà, donc on a continué évidemment ça après. Là, vous le voyez sur le slide, la fille notamment qui est sur le balcon ou la fille qui a le maillot rouge, c'était des filles qui étaient confinées chez elles. À l'époque, on devait shooter du maillot de bain. Et voilà, donc elles ont dû trouver des solutions pour se shooter en maillot alors qu'elles étaient confinées et ça marche. Ouais, c'est ça. Donc depuis, on a généralisé ce système. Et donc, ces contenus générés par des micros ou des nano-influenceurs, on ne les réserve plus qu'aux réseaux sociaux, mais ils alimentent aussi notre plateforme e-commerce. Et c'est vrai qu'on a, qu'on a un succès, je dirais, d'estime et d'engagement, en fait. L'enjeu, c'est l'engagement. On monitore l'engagement sur les réseaux sociaux. Sur un site e-commerce, l'engagement, c'est le click to sell, hein, c'est la conversion. Et on se rend compte que très clairement, quand notre cliente se reconnaît dans une incarnation, se sent en proximité avec une image, ça génère beaucoup plus de transactionnels. Ok, super, merci. Du coup, Valentin, comment ces contenus visuels dont on parlait Camille et Charlotte, ils peuvent générer des revenus? Comment ils agissent en fait sur l'augmentation du panier moyen en fait, concrètement? Est-ce que c'est quelque chose que vous, chez Bazarvoice, vous pouvez mesurer? Oui, c'est vrai que l'exploitation du contenu, on va dire social, notamment images et vidéo, mais comme vecteur d'inspiration ou apporter de l'authenticité finalement sur un site e-commerce, ça a un impact, comme le disait Charlotte, directement mesurable sur les revenus e-commerce. La mise en place d'une solution comme Curalate en fait, permet de mesurer très précisément le degré d'interaction que les consommateurs vont avoir avec ces contenus visuels, quel que soit l'endroit où ils sont visibles. Et là, je parle évidemment du site e-commerce, c'est-à-dire de rapatrier finalement ce contenu pour illustrer et pour enrichir le site e-commerce, mais également, comme je montrais l'exemple tout à l'heure, la façon dont finalement des contenus tagués qui vont être shoppable sur les réseaux sociaux vont également impacter ce mesure. Et donc, on mesure la corrélation entre le degré d'engagement ou d'interaction que les visiteurs du site, par exemple, vont avoir avec ces images et la corrélation qui va exister avec le revenu qui va être généré, les clics qui vont être générés pour passer à l'achat. Donc, grosso modo, les indicateurs qu'on va réussir à suivre et qui sera important de plus, sera l'augmentation du temps passé sur le site. C'est vraiment, j'apporte de l'inspiration, un côté authentique, j'ai une manière originale de découvrir les produits, donc je vais passer plus de temps sur le site. La diminution du taux de rebond, c'est-à-dire la diminution du nombre d'internautes qui vont arriver sur le site et qui vont partir directement sans avoir consulté d'autres pages. Et ça, c'est vraiment aussi un indicateur intéressant parce qu'il permet de montrer l'intérêt que vont susciter ces contenus, les images ou les photos provenant d'autres consommateurs ou d'influenceurs sur l'envie finalement des visiteurs, de découvrir un peu plus le catalogue produit de la marque. Et les deux derniers indicateurs, finalement, ça va être l'augmentation du taux de conversion suite à la consultation des images ou des vidéos pour les produits mis en avant dans ces contenus, et l'augmentation du panier moyen suite encore à cette phase de découverte initiée par le visiteur. Juste à titre d'exemple, l'exemple que j'ai montré de la marque River Island, ils ont été capables en fait de mesurer finalement une augmentation de plus de 184%, qui est vraiment du taux de conversion, et de 45% du panier moyen pour les consommateurs qui avaient réellement en fait interagi avec ces photos ou ces contenus. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Super, merci. Alors, on va entamer notre deuxième partie qui va aller plus en profondeur dans le sujet de l'UGC, le contenu généré par les utilisateurs. Alors, on en a déjà parlé. Là, en fait, Charlotte, quand vous avez fait appel à des influenceurs, vous avez parlé de nano-influenceuses, influenceuses. En fait, nano-influenceuse, c'est un petit peu un synonyme de consommateur, finalement. Et vous avez dit que ça avait toujours été une notion importante pour vous. C'est-à-dire, en fait, vous avez toujours fait appel, depuis 2007, aux consommateurs pour générer du contenu pour vous? Alors, effectivement, Undies a été une des premières marques, notamment en lingerie, il y a eu un choix qui a été fait il n'y a pas exactement au début de la marque, parce qu'en 2007, les réseaux sociaux, ce n'était pas aussi puissant que ça. Tout ça va très vite. Mais il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, il y a eu un choix stratégique qui a été fait d'alimenter uniquement le feed Instagram avec du UGC, avec des contenus générés par les consommateurs.
Et ce qui était un choix à l'époque qui était extrêmement audacieux. Moi, j'étais pas directrice marketing de la marque à l'époque. Je sais pas si j'aurais eu le courage de le faire d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, tout le monde fait du UGC, mais à l'époque, faire du UGC, surtout en lingerie, qui est quand même un produit sur lequel il y a des critères, des canons de beauté, et du coup, l'écosystème de l'iconographie de la lingerie est quand même une tout ça est en train d'être très chahuté et de bouger beaucoup. Mais il y a 5 ans, l'iconographie de la lingerie, c'était quand même très normé et très cadré. Et donc, le fait qu'une marque de lingerie fasse le choix d'alimenter son feed Instagram, qui est généralement le réseau social de l'image Instagram, c'est là où on était censé maîtriser le plus possible ses codes de marque, ses codes d'image, de faire le choix de l'alimenter uniquement par du UGC, c'était extrêmement audacieux. Et alors, ça a payé immédiatement. C'est-à-dire que nous, on a développé une communauté d'une puissance en termes déjà de taille de communauté. Aujourd'hui, on a plus de 700 000 followers, ce qui est gros pour une marque de notre taille. Et surtout, il y a un engagement. Et donc, l'engagement, c'est l'interaction que les followers ont avec les contenus de la marque. Un engagement, et donc, qui est le signe de la proximité, et qui est le signe de la qualité de la relation entre la marque et son audience, qui est extrêmement bonne. Donc, aujourd'hui, ça, c'était la stratégie du hashtag #UndiceFamily. C'est vrai que le Undies Family a été très fondateur dans la marque. On signait toutes nos campagnes et toutes nos prises de parole avec ce hashtag Undies Family. On a incité systématiquement dans tous les touchpoints notre cliente à se poster sous le hashtag Undies Family avec les produits qu'elle avait achetés chez nous. Donc ça, évidemment, on continue à le faire. Après, aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est-à-dire que n'importe quelle marque d'aspirateur comme de mode fait du UGC. Donc voilà, donc c'est plus forcément aussi différenciant que ça l'a été. C'est toujours forcément au cœur de l'écosystème de génération de contenu. Et nous, on a encore beaucoup de consommatrices qui utilisent ce hashtag, et on poste au moins une fois par semaine une story sur Instagram avec les meilleurs contenus générés par notre communauté. Et c'est généralement la story la plus performante de la semaine. Ok, très bien, merci beaucoup. Oui, UGC, c'est UGC. Ah oui, désolée. Je le dis parce que personne qui pose la question dans le chat. Du coup, Camille, vous, chez Petit Bateau, comment vous impliquez concrètement les consommateurs? Vous avez une méthode différente de chez Undies, par exemple? Alors, c'est vrai que donc Petit Bateau, c'est une marque qui a plus de 120 ans, qui est dans voilà, c'est une marque qui appartient à ses consommateurs depuis des années. C'est un peu la Madeleine de Proust de tout adulte aujourd'hui. Vous parlez à n'importe qui de Petit Bateau, il vous répondra « Ah oui, quand j'étais petite, j'ai porté du Petit Bateau ». Et en fait, on a la chance, quand on a commencé à avoir une activité, alors notamment sur Instagram, on avait quand même cet UGC incroyable qui nous est arrivé un peu comme ça, dont on ne savait pas trop quoi faire. Parce que l'UGC, il peut être en image, mais il peut être aussi en commentaire. Il y avait beaucoup de gens qui venaient raconter leur histoire de comment ils ont passé leurs vêtements à leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de contenu comme ça généré, alors que ce soit sur les adultes aujourd'hui, mais les parents qui habillent leurs enfants. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un contenu gratuit, qualitatif, crédible, inestimable. Donc, effectivement, on a commencé à l'utiliser en le repostant sur nos réseaux. On a aussi mis en place un hashtag pour que chacun puisse partager ses photos. Mais on a voulu aller plus loin sur nos campagnes qui allaient promouvoir nos nouvelles collections. En faisant appel à nos communautés. Donc en 2017, on a lancé la première édition d'une opération qui a vraiment marqué les esprits, qui s'appelait Cache-Cache Couleur, à l'occasion du coup du lancement d'un colorama de ciré, où là, on invitait les gens de la communauté avec leurs vêtements, alors pas des vêtements Petit Bateau, juste leurs vêtements, de se fondre dans le décor en jouant à cache-cache du coup. On va pouvoir lancer, j'ai remis la vidéo de lancement de l'opération. Si la régie peut nous lancer ça.
Ça me fait toujours bizarre de regarder cette vidéo parce que c'était il y a à la fois si longtemps et pas si longtemps que ça. Et à l'époque, ça se faisait pas forcément beaucoup. Alors là, pour la petite anecdote, c'était que des gens enfin des collaborateurs de Petits Bateaux, hein, qui sont dans la vidéo. Et donc, pour lancer cette campagne, on avait fait appel à des influenceurs, qui nous aidaient à soutenir l'opération. On peut revenir sur la slide, où il y avait des chiffres. Ça a été vraiment, parce que ce qu'on demande quand même, c'est très engageant. C'est pas de juste taguer un ami pour gagner quelque chose, c'est vraiment de penser une image, de créer une image. À l'époque, donc 470 participations avec des photos, enfin, vous pouvez voir dans les aperçus, les photos sont Ouais. hyper qualitatives. Ah ouais. On a eu un engagement et pour le coup, on a touché, voilà, juste par cette campagne, on a touché plus de 4 millions de personnes, sans compter, ce que touchent les influenceurs et les participants eux-mêmes, du coup, quand ils génèrent leurs photos. C'était assez incroyable cet engouement, à tel point qu'en fait, tous les ans, on nous redemande cette opération. On l'a faite pendant 2 années supplémentaires, en adaptant avec des produits un peu différents parfois, et parfois c'était le ciré. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très installé chez Petit Bateau, d'organiser comme ça des campagnes où on vient inclure les communautés. D'ailleurs, je vais vous montrer là très récemment un exemple d'une campagne qui a eu lieu ce mois-ci, là, au mois de septembre, où on a voulu mettre en avant la qualité de nos produits, parce que c'est quelque chose dont on est très fier pour le coup, et c'est une information qui se transmet de génération en génération, comme les produits. Et l'idée de cette campagne, c'était de parler de la qualité, mais pas de façon trop barbante, en utilisant un peu des expressions que pourrait dire un enfant. Donc pendant 10 jours, on a parlé voilà, avec je ne savais pas que le coton allait chez le coiffeur. Donc on parle de comment on va sourcer le coton, les fibres, la longueur des fibres, etc. Attention, demain il y a contrôle qualité. Bon bah là c'est c'est pour parler de nos contrôles qualité une fois qu'on réalise, qu'on produit les vêtements, qu'on confectionne les produits. Et en fait, suite à cette campagne-là, on a proposé aux gens de partager avec nous les expressions que disent leurs enfants et qu'ils ont tendance à déformer. Donc, par exemple, j'ai vu une étoile d'araignée. Et donc, on s'est appuyé sur, pareil, des influenceurs qui allaient relayer ce message et qui ont joué le jeu avec leurs enfants. Et suite à ce concours-là, on leur annonçait que les 3 phrases gagnantes seraient commercialisées sur des t-shirts, donc ils gagnaient un lot, etc. Donc, on a eu plus de 3000 participations avec un taux d'engagement moyen de 10%. Enfin, c'est juste énorme. Les gens ont vraiment adoré ce concours. Et donc, voilà, vous avez un aperçu des phrases. Franchement, on a vraiment beaucoup rigolé en regardant le résultat. Et donc voilà, donc c'est toute cette campagne qualité, c'est parti de là, et ça arrive sur des t-shirts avec des phrases qui viennent tout droit de notre communauté. C'est comme ça qu'on essaye de valoriser, en tout cas, le travail qu'on fait avec eux. Voilà. Super. Ouais, super campagne. Merci beaucoup. Valentin, pourquoi les commentaires, les avis, les contenus générés par les consommateurs, pourquoi ça marche? Pourquoi ça peut inciter à l'achat, en fait? De toute façon, je pense que ça a été bien explicité par Camille et Charlotte avant. C'est vraiment que ce contenu qui provient des consommateurs eux-mêmes, c'est vraiment ce type de contenu qui vont être les plus à même d'inspirer, car ils vont permettre aux personnes qui les consultent de s'identifier à des gens qui leur sont semblables. Donc il y a vraiment ce côté authentique qui est vraiment crucial, et c'est vraiment un des bénéfices principaux des contenus générés par les consommateurs. Et finalement, le challenge pour la marque, ça va vraiment être d'encourager la création de ces contenus et de trouver les consommateurs les plus adaptés pour le faire. À ce titre, en fait, chez Bazaar Voice, on dispose depuis plus d'1 an d'une communauté qui s'appelle la communauté Influencer, qui regroupe des consommateurs hyper engagés. En fait, on pourrait dire que c'est un peu un TripAdvisor, mais plus appliqué à des produits, à des marques. Ils utilisent en fait sur cette communauté pour parler de produits. Ils sont généralement très fans de marques ou experts dans des catégories de produits, et ça regroupe des simples consommateurs, des nanos, voire même des micro-influenceurs. Et ces personnes
elles aiment discuter à propos des marques et des produits. Et l'intérêt pour une marque, finalement, c'est qu'il va être possible, par exemple, dans ce cas-là, d'activer cette communauté pour des actions spécifiques qui peuvent être aller de la simple rédaction d'un avis consommateur, d'une évaluation d'un produit, ou évidemment de poster du contenu visuel sur leurs comptes sociaux pour générer finalement de l'engagement et de l'awareness. Et l'exemple typique, finalement, pour ça, ce serait le lancement d'un nouveau produit. On va sélectionner un panel de consommateurs au sein de cette communauté et grâce à un ciblage très précis, des critères démographiques, psychographiques, des habitudes de consommation, l'activité sur les réseaux sociaux, on va envoyer un échantillon du produit à ces personnes-là. Et ces personnes-là, on va leur demander tout simplement soit de rédiger une évaluation ou alors de poster des belles photos avec des instructions spécifiques pour les partager sur les réseaux sociaux. Et avec une solution comme Curalate, on va être, je pense que j'avais mis une petite photo pour montrer un exemple de ce qu'on a pu faire avec une marque, et donc la marque OPI, donc de cosmétiques, où ils avaient lancé un produit qui était, c'était vraiment un panel de vernis à ongles. Ils ont reçu une box avec les différents produits et après on leur a demandé de poster ce contenu-là. Donc là, on a au milieu des exemples de photos de posts Instagram qui ont été mis avec un hashtag spécifique. Et comme je le montrais tout à l'heure, on récupère finalement ce contenu-là automatiquement pour l'afficher à des endroits clés dans le parcours d'achat, que ce soit sur la page d'accueil, dans des carousels ou des galeries d'inspiration, ou alors directement sur la page produit pour vraiment que il y a ce côté vraiment les personnes s'identifient, c'est-à-dire elles voient d'autres consommateurs qui ont utilisé de manière créative finalement ces vernis à ongles pour le fait. Donc il y a vraiment le fait que l'UGC, encore une fois, va permettre de potentiellement convertir plus facilement à l'achat. Ok, super, merci beaucoup. Alors, en fait, je vois que le temps avance assez vite. Tout ça est très intéressant. Est-ce que ça vous ennuie pas, Camille et Charlotte, si on fait en fait qu'on rassemble les questions que j'allais vous poser là sur cette sous-partie avec celle d'après sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, on va lancer tout de suite un petit sondage en fait. Tous les participants qui nous regardent peuvent participer, voter. Alors, le sondage, c'est quel est selon vous le réseau social le plus performant en social selling, social commerce? Facebook, Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest ou Twitter? Alors, on va laisser une petite minute pour que tout le monde vote. Il faut cliquer, en fait. Je vois qu'il y a des gens qui donnent leur réponse. Alors, voilà. Et on va discuter dans la prochaine partie pour voir avec des retours d'expérience des marques que nous avons en invité pour voir un petit peu quelle stratégie à mettre en place pour quel réseau. Est-ce que sur tous les réseaux sociaux, on peut faire de l'acquisition ou pas? Est-ce qu'il y en a où on ne peut pas? Est-ce qu'il y en a où il manque des outils, mais que si ces outils existaient, ça exploserait? J'en profite pour vous dire aussi, pendant que vous pouvez continuer à voter, qu'on va ouvrir le mode questions-réponses à partir de maintenant. Ça veut dire que dès que vous posez une question avec un point d'interrogation à la fin, il sera sélectionné par notre outil, en fait, et à la fin, donc notre petit quart d'heure questions-réponses, on nous poussera quelques questions. Voilà, ça a été activé. Donc, je pense qu'on peut regarder les résultats. J'espère que vous avez tous voté. Les résultats du sondage. Alors, sans surprise, Instagram, évidemment, plie le game avec 38% des votants. On va en parler tout à l'heure, mais c'est sûr que voilà. Après Facebook, également Pinterest quand même. Alors, certains ont marqué TikTok, donc on en parlera notamment avec vous, Charlotte. Alors, on peut commencer d'ailleurs avec vous. En tant que pionnière sur TikTok, est-ce que c'est un bon réseau en matière de social commerce, par exemple? Alors, je pense que sur une acceptation vraiment où on mesure des ventes, il n'y a pas de sujet, c'est Instagram. Parce qu'aujourd'hui, Instagram est le réseau qui a le plus de maturité sur des fonctions de selling, en fait, et qui propose le plus de fonctionnalités dans tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse insérer, tout l'Insta Shopping, c'est génial. En fait, on déporte complètement notre site dans l'écosystème d'Instagram. Donc, c'est aujourd'hui, en 2 clics, depuis un post, on peut acheter.
Les fonctionnalités aussi, nous, qui sont débloquées pour nous parce qu'on a une grosse communauté, du fait qu'on puisse insérer des liens dans une story, parce que l'enjeu du social selling demain, c'est l'achat sur vidéo, hein. Clairement, toutes les fonctions de live shopping, je pense que c'est, nous on le voit, hein, d'ailleurs on va lancer des choses rapidement là-dessus. Donc le fait déjà qu'on puisse insérer des liens dans les stories qui renvoient vers possiblement notre site, une fiche produit de notre site e-commerce, là on est sur un écosystème qui est ultra vertueux. Et je pense que Instagram est le réseau le plus mature aujourd'hui là-dessus. Je pense que Pinterest est juste derrière. Ouais. Moi, Pinterest, c'est pas un réseau qu'on regarde pour la marque parce que je pense qu'il n'est pas pertinent en termes de cible et d'environnement. C'est un réseau qui est très lifestyle et qui est très qui va mieux pour des marques de déco ou du second hand ou de do it yourself, etc. Mais je pense que c'est une plateforme aussi qui est très orientée commerce. Après, sur TikTok, l'intérêt pour une marque comme Undies, il est double. C'est que moi, j'ai un taux de pénétration sur mon cœur de cible qui est juste démentiel. Et qu'en fait, TikTok génère une puissance qui est ahurissante. Donc, une capacité. Aujourd'hui, TikTok, c'est la France est le 2e pays après les US où il y a le plus d'utilisateurs de TikTok par habitant. Et le réseau est apparu en moins de 2 ans. Et aujourd'hui, le réseau est d'une puissance qui est juste phénoménale. Donc, c'est vrai, nous, on a fait une campagne sur TikTok l'année dernière. On était en décembre dernier, en décembre 2019. On a été une des premières marques en France à faire une campagne publicitaire sur TikTok. Et on a été nous-mêmes étonnés de la puissance de la campagne. C'est-à-dire qu'on a fait donc cette campagne de challenge, hein, qui est le concept de TikTok, c'est ce challenge. Donc, qui est aujourd'hui un concept qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de challenge en organique, on est obligé de payer TikTok pour pouvoir faire du challenge. Et donc on avait tout un dispositif avec des macro-influenceurs dont Léa et lui. Léa et lui, c'est plusieurs millions de followers, hein. C'est quelqu'un qui a une audience énorme. Donc on avait 6 macro-influenceurs qui proposaient le challenge, qui était un challenge de changement de look, hein, celui ce qu'a montré Valentin tout à l'heure sur les vidéos TikTok dans le dressing, pour promouvoir à l'époque nos combinaisons polaires au moment de Noël. Donc il y a eu 6 macro-influenceurs et après on a relayé avec du mid et de la nano-influence, et en fait en 15 jours de campagne on a généré 60 millions de vues sur les vidéos et on a eu quasiment 30 000 vidéos postées. C'est ahurissant en fait, la puissance, la puissance de l'audience et la puissance de l'engagement. On a eu 26% d'engagement sur cette campagne. C'est-à-dire qu'il y a 26% des contenus générés sur la campagne qui ont déclenché une interaction, que ce soit un commentaire ou un like. Donc, je pense que TikTok, c'est clairement, enfin, sur une marque comme Undies qui cible les 18-25, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est plutôt un réseau qui est un peu en dessous en termes d'âge parce qu'on est plutôt sur une audience qui est plutôt sur 14-20. Mais ce sont nos consommateurs. Donc, ce sont pas l'audience de TikTok aujourd'hui, elle cherche pas à acheter parce qu'ils souvent ils sont mineurs, ils n'ont pas de carte bleue et ils n'ont pas forcément le click to sell. Par contre, d'ici 2-3 ans, et je pense que TikTok est en train de revoir, on sent qu'ils sont en train de revoir leur offre, etc. Clairement, d'ici 2-3 ans, la plateforme, si elle développe des fonctionnalités de shopping, ça sera, je pense, une très grosse opportunité. D'ailleurs, on voit tout ce qui se passe autour de cette plateforme dans le monde montre qu'il y a des enjeux sur cette plateforme. Carrément. Ok, merci. Et pour vous, Camille, c'est quoi les réseaux que vous allez privilégier? Vous avez parlé d'Instagram. Vous privilégiez quel autre réseau, notamment pour faire des ventes, de l'acquisition? Alors, même si je dirais que Facebook, c'est un peu en déclin, on va se le dire. Ah, et vous le sentez quand même, ouais. Ouais, largement. Ouais. En fait, il n'y a plus du tout le même usage. Aujourd'hui, sur Facebook, on s'y connecte, les gens s'y connectent, franchement, plus pour partager des informations, consommer du contenu, mais c'est plus du partage de l'information. C'est pas des. Nous, on avait tendance à publier, par exemple, des contenus genre bon lundi, un peu mood du jour ou des choses comme ça. C'est pas du tout l'usage, c'est plus du tout l'usage sur Facebook aujourd'hui. Et en plus de ça, on n'a pas du tout la même cible. C'est qu'en plus chez Petit Bateau, on a vraiment c'est un peu le ciblage chez nous est assez compliqué parce que de prime abord, je vais vous dire, nous on cible les mamans ou les parents, même pas les mamans, les parents. Les mamans. Mais en fait, moi je suis parent.
vous êtes parents, mais on n'est pas du tout le même parent. On n'a pas du tout les mêmes aspirations, les mêmes modes. Donc, déjà, ça diversifie pas mal les différences de cibles. Et en plus de ça, on va aussi cibler des plus jeunes parce qu'en fait, dans quelques années, ces plus jeunes seront parents. Donc, en fait, on va surtout essayer de travailler plusieurs réseaux, mais avec vraiment des contenus très différents et des messages qui sont différents. On voit bien que sur Facebook, on a une cible beaucoup plus âgée, beaucoup plus mature. On a aussi pas mal de grands-parents sur Facebook. Donc voilà, on essaye de ne pas oublier, en fait, de ne pas se concentrer, d'être mono-réseau, on va dire, et de se concentrer, même si naturellement, il y a un gros enjeu et un gros effort qui est fait sur Instagram. Voilà, et c'est pareil, on n'oublie pas, justement, c'est ce que disait Charlotte, aujourd'hui, les très jeunes sont sur TikTok. Il faut avoir une stratégie qui leur est adaptée, où c'est pas eux qui vont aller sortir la carte bleue et acheter des vêtements, mais il faut pas les oublier parce que plus tard, de toute façon, il faut qu'ils aient la marque en tête, etc. Donc aujourd'hui, Petit Bateau se concentre effectivement sur Instagram. On a une grosse partie qui est faite sur Instagram, mais on ne délaisse pas Facebook ni Pinterest. Voilà, Pinterest dans du SEO où on va partager des inspirations, des looks et toujours relié à nos fiches produits, en fait. Voilà, toujours insérer des liens, voilà. Essayer de faire attention au timing. Oui, c'est clair. Et Valentin, vous, en tout cas, vous travaillez avec tous les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Oui, nous, on est assez agnostique. Finalement, notre technologie, elle peut être appliquée un peu partout. Alors évidemment, on fait un gros focus. Elle est utilisée énormément avec Instagram. Et d'ailleurs, vraiment juste pour l'anecdote, en fait, Curalate avait été la première société à proposer une fonctionnalité de shopping, de social shopping sur Instagram avant même que Instagram ait sa propre fonctionnalité. Et on a des possibilités justement de swipe, de story où on va afficher les produits qui ont été mis en avant dans les vidéos. Mais effectivement, la prochaine étape pour nous, évidemment, c'est TikTok qui va être vraiment l'enjeu pour d'arriver justement à exploiter ce contenu. On est capable de le faire en le collectant, mais d'arriver à le rendre shoppable, ce sera vraiment la prochaine étape. Super. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer rapidement à notre dernière partie sur la mesure d'efficacité. Je trouve que c'est quand même important d'y revenir. Vous en avez un petit peu parlé, Valentin, même beaucoup. Pour vous, Camille, quelles sont les manières de mesurer le social commerce ? Alors le ROI, c'est un peu l'enjeu de tous sur les réseaux sociaux. Et on va le mesurer avec. Alors c'est nous, ce qui est très important pour nous, c'est l'engagement, mais ça va pas nous dire ce qu'on a généré comme vente, évidemment. C'est très compliqué de mesurer ces campagnes, ces opérations d'influence sans devoir nuancer un petit peu avec des contextes extérieurs, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours avoir des chiffres. Par exemple, on va utiliser des liens traqués, des codes, des choses comme ça. Mais je trouve que ça a quand même certaines limites dans le sens où, par exemple, quand vous avez un lien traqué, vous allez vous rendre sur la fiche produit, mais peut-être que vous allez acheter plus tard. Enfin, il y a des choses, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, les réseaux sociaux, c'est quand même encore compliqué d'avoir vraiment tout le temps une donnée nette sur le ROI. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, nous, on travaille beaucoup l'image. Il y a des choses parfois qu'on envoie, on va faire des seedings à des influenceurs qui vont promouvoir naturellement, s'ils en ont envie, des produits. Et peut-être que dans un mois, la personne qui aura vu la story, elle se dira « Ah tiens, j'avais vu ça chez Petit Bateau et je vais y aller ». Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours à prendre avec des pincettes. J'ai un dernier exemple que je voulais montrer sur une campagne qu'on a menée, pareil, sur le mois de septembre, sur les cirés, des cirés faits à partir de matières recyclées. Où là, ça a été une opération, une campagne d'envergure pour nous parce qu'on a fait appel à des gros influenceurs. Vraiment, l'idée aussi pour nous, c'est d'avoir des castings d'influenceurs, voilà, un casting inclusif, encore une fois, de montrer toutes les familles, de parler, d'avoir un message aussi très lié à notre engagement
RSE. On a eu des contenus très qualitatifs avec un taux d'engagement de 7%. Et en fait, au bout d'une semaine, on me dit, alors j'avais des retours quali vraiment très importants, très, très positifs. Il y avait, les gens voyaient la différence dans l'image qu'on avait produite, etc. Et sur le fait qu'on produisait des cirés à partir de matières recyclées. Sauf qu'en interne, on a pu me dire, ouais, mais en fait, il y a pas trop de ventes là du ciré argenté et ça faisait peut-être une semaine que la campagne était sortie. Et en fait, il faut savoir qu'on était en pleine canicule, en plein mois de septembre et en fait, j'essaye vraiment de sensibiliser aussi tout le monde sur le fait qu'il y a des données extérieures qu'il faut pas oublier, des données humaines, encore une fois, qu'on peut pas, automatiser, dans des algorithmes ou des choses comme ça. Voilà. On était en pleine canicule, le ciré, il a un certain coût, je pense que ça demande maturation. Ça se trouve, une semaine plus tard, les gens l'ont acheté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une semaine après le lancement de ce ciré, on a des chiffres extraordinaires sur les cirés au global. Il s'est mis à pleuvoir, etc. On ne peut pas savoir si ça vient tout de suite, si c'est généré par la campagne, mais on ne peut pas nier le fait que ça y joue. Voilà, on a touché plus de 2 millions de personnes avec cette campagne. Mais en tout cas, voilà, en tout cas pour moi, là où je dis, c'est de faire attention à certaines données. Il faut toujours rajouter de la notion qualitative, on va dire, sur les appréciations. Donc voilà. Et une dernière question pour Charlotte, justement toujours dans ce thème de la mesure. Pour les ventes en magasin, cette question, elle se pose aussi crucialement. Je ne sais pas si ce mot existe. Est-ce que vous avez des difficultés à mesurer le lien entre les réseaux sociaux et les ventes en magasin physique? C'est comme ce que disait Camille, avec en plus la difficulté en magasin qui est que c'est encore plus compliqué de capter la data du client en magasin. Donc nous, heureusement, quand on est une marque retail, on a un CRM intégré et on réussit quand même on a quasiment 80% de nos ventes qui sont rattachées à un fichier client, donc on peut quand même traquer la conversion du client. Après, c'est le problème, c'est exactement ce que disait Camille. En fait, on est dans un monde où c'est la puissance de Google Analytics. On compte la performance on considère la performance du last click uniquement. Et donc, le last click, généralement, c'est l'acquisition, c'est le click to sell, ça a été la communication payante. Et c'est vrai qu'on moniteur et on ROI systématiquement, on analyse le ROI systématiquement sur le last click. Sauf qu'avant ce last click, il y a eu tout un écosystème vertueux d'exposition à la marque qui est passé par de multiples canaux et qui a rendu ce last click performant. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des possibilités techniques, l'attribution par exemple, etc., de mesurer toute cette chaîne de contact pour regarder quel a été le parcours du client avant qu'il achète. Et autant en digital, on commence à trouver des solutions là-dessus grâce à des DMP, etc. Autant en physique, c'est hyper compliqué, à moins d'aller faire une enquête qualitative, on allait faire un quanti, d'aller demander au client pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui vous a fait venir là. Et je ne sais même pas si le client saura dire il y a 15 jours, j'ai vu la campagne de l'influenceuse. Ensuite, j'ai été retargetée par un display, par une bannière par Google. Et après, je suis passée dans la vitrine et là, j'ai eu envie de rentrer dans le magasin. Donc, avant que, ça arrivera peut-être un jour, que les gens soient pucés ou que dans les smartphones, sans doute, il y a des sujets sur des technologies embarquées dans les smartphones avec notamment des beacons ou des capteurs comme ça via des technologies type le Bluetooth pour compter et choper de la data à l'entrée des magasins en fonction des gens qui rentrent. On va pouvoir commencer à mesurer des choses, mais ça reste beaucoup plus difficile de mesurer en physique qu'en digital, c'est sûr. Super. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une dernière petite phrase, ce qui est très drôle. Il y a quelques années, à l'émergence du digital, les entreprises, il y avait beaucoup de mal à récupérer du budget sur les réseaux sociaux parce qu'on se disait non, on sait pas ce que ça va donner. Et tout le budget était alloué à la presse, à l'affichage, à l'extérieur. Mais ça, c'était impossible de mesurer. Et aujourd'hui, tous les budgets sont au digital, mais par contre, il faut un ROI tout de suite, quoi. Et ça, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut nuancer, quoi. Bien sûr.
Bon, bah super, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions des participants qui nous regardent, donc qui ont posé pas mal de questions tout au long du webinaire. D'ailleurs, si certains ont des questions qu'ils ont posées avant qu'on ouvre le mode questions-réponses, vous pouvez les reposer en fait pour qu'on puisse les voir. Donc, on peut nous pousser une première question pour voir un petit peu. Comment cherchez-vous, trouvez-vous les micro et nano-influenceurs? On va poser cette question à Charlotte, par exemple. On les trouve. Il y a plein de moyens. Il y a mes équipes qui en cherchent en permanence. Il y en a qui nous contactent. On a des agences aussi. Et voilà, donc c'est un écosystème qu'on anime en permanence. On cherche, on regarde en permanence. On est connecté sur les réseaux en permanence pour identifier des profils de gens qui seraient pertinents pour la marque. Il y en a beaucoup qui nous contactent aussi. Beaucoup. Oui, voilà, c'est eux qui viennent à vous, quoi. Pas tous, mais ça va dans les deux sens. Ouais. Oui. C'est pareil. Oui, pardon, Valentin. Oui, je disais qu'effectivement, après, maintenant, il existe aussi des outils qui permettent justement d'arriver à trouver plus facilement sur Internet des influenceurs qui peuvent correspondre justement à une catégorie de produits. Chez Curalate, justement, on a aussi cette possibilité d'avoir accès justement à une espèce de librairie ou en tout cas un endroit où on va suggérer en fait des influenceurs qui postent des contenus qui correspondent à ce que la marque recherche. Vous faites pas de plateforme, Camille? Pardon. Oui, je vais répondre parce que là, j'ai vu un commentaire sur You. Nous, c'est une plateforme qu'on utilise, You, par exemple. Ouais, nous aussi. On utilise Woo et You. Et You sur de la nano, c'est très performant. Ouais. Oui, bah moi, j'allais répondre un peu comme Charlotte. C'est de la veille permanente. Nous, on suit. Enfin, je dis je suis toute seule, mais je suis les influenceurs. Je recherche en permanence. Je suis vraiment de toute façon, je suis impliquée dans la communauté, on va dire. Donc, de ce fait, j'ai une veille permanente. Et après, ponctuellement, on va dire, sur des opérations précises, effectivement, on va faire appel à des plateformes comme You qui font de la micro-influence, mais assez qualitative, avec un brief, etc. C'est pas juste de l'envoi de produits, parce que nous, on peut pas envoyer 5000 produits. C'est pas comme dans la cosmétique ou des choses comme ça, où c'est plus facile. Mais où là, quand il faut gérer vraiment un nombre important de micros ou de nano, on fait appel à une plateforme. Sinon, c'est nous et on gère directement. Alors, certaines personnes demandent ce qu'est un nano-influenceur. En fait, c'est à peu près synonyme de consommateur. Finalement, en fait, il y a les influenceurs qui ont des grosses communautés qui vont drainer une influence, voilà, comme son nom l'indique. Nano-influenceurs, c'est des hommes et des femmes qui aiment présenter, qui ont des comptes réseaux sociaux quand même puissants, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de followers, mais ils ont une expertise, qui vont les passionner. Ils vont alimenter leurs comptes sociaux avec cette expertise. Et les marques peuvent aussi faire appel à eux à certaines occasions, quoi. Il y a les nanos et il y a les micros qui sont entre 1000 et. Mais après, chaque marque a sa définition de micro, macro et méga ou top influenceur. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on appelle, en tout cas chez Petit Bateau, des micros, c'est vraiment ce qui va se situer entre 5000 et 30, 40 000 influenceurs. Et après, on va aller sur des tranches entre 100 000 et 500 000. Pour nous, ça va être des macros. Et vraiment, les top méga influenceurs, c'est les millions, quoi. Voilà. Je pense aussi qu'il n'y a pas que les chiffres. D'ailleurs, c'était l'objet d'un précédent webinaire. Mais il n'y a pas que les chiffres qui comptent. On va dire qu'un micro-influenceur, il y a une authenticité, en fait, qu'on va rechercher. On sait qu'un méga influenceur, c'est quelqu'un qui va se comporter, qui est comme une star. Donc, il y a différents critères pour définir Aujourd'hui, on va plus valoriser l'engagement dans le choix des influenceurs. On va beaucoup plus regarder les scores d'engagement que les tailles de communauté. Exactement. Tout à fait.
Parce que vous avez des gens qui peuvent avoir 10 000 abonnés, mais qui sont d'une puissance parce que ce qu'ils racontent touche beaucoup de personnes. Enfin, alors que voilà, il va y avoir des gens qui ont 1 million et en fait, ils ont pas de proximité, ils ont pas de. Je pense qu'il faut adapter aussi aux objectifs, hein. Il y a des objectifs, si vous avez un objectif pur, héroïste, vente absolument, enfin, ça aussi, c'est à adapter à chaque fois, de savoir si vous allez utiliser plutôt des micros ou des macros, quoi. Voilà. C'est clair. Ok, merci. On va poser une autre question. Donc, le bon taux d'engagement, c'est quoi pour vous? Qui souhaite répondre? Le bon taux d'engagement, il y a ce que les réseaux sociaux disent. En général, on dit qu'entre 1% et 3%, c'est bien. J'avoue que dès qu'on dépasse les 2,5 ou 3%, déjà, on est très content, hein, sur les taux d'engagement. Après, c'est pareil, il faut vraiment calculer son taux d'engagement sur. Il y a encore des gens qui peuvent calculer taux d'engagement sur le nombre de personnes qui les suivent. Il faut vraiment faire attention parce qu'avec l'algorithme Instagram, par exemple, son taux d'engagement, il faut vraiment le calculer par rapport aux gens qui ont vu la publication. Voilà. Mais ouais, entre 2,5 et 3%, c'est déjà quand même, en tout cas pour nous, on est content. Et nous, c'est pareil, hein, sur Instagram, c'est ces scores-là qu'on considère comme bons. Après, sur TikTok, on est sur une plateforme qui est beaucoup plus engageante. Donc, sur TikTok, on va être sur des 20-30%. Ouais, c'est un truc de fou. Ok, merci. Alors, combien de campagnes d'influence mettez-vous en place par an en moyenne? Je peux commencer. Moi, oui, vas-y. on lance une collection par semaine. Donc, tout notre calendrier d'animation de la marque, il est orienté là-dessus. Après, forcément, là, on va travailler en récurrence sur ce lancement de collection chaque semaine, des actions plutôt sur de la micro ou de la nano. Et on va, je dirais, une fois par mois, faire des campagnes plus significatives sur de la mid ou de la macro. Et on va faire 4 à 6 fois par an des très grosses campagnes. Ça peut être des collaborations avec, comme disait Camille tout à l'heure, des Instagrammeuses qui ont plus de 1 million ou 2 millions de followers. Et ça, c'est 4 à 6 fois par an. Nous, c'est vrai qu'on on a un rythme de collection qui est aussi très important. En revanche, on ne soutient pas toutes les collections avec des campagnes influenceurs, surtout des campagnes qu'on essaye de faire en 360. Je dirais que sur des grosses opérations 360, on est à peu près à peut-être entre 8 et 12 campagnes par an. Et après, il y a des choses beaucoup plus ponctuelles sur des sujets un peu plus quotidiens, on va dire. On va pouvoir venir activer ponctuellement. Voilà. Ok, merci. Alors ça, c'est une question pour Valentin, je pense. Comment gérez-vous juridiquement l'utilisation des contenus générés par les utilisateurs, les consommateurs? Est-ce que vous proposez des contenus types aux influenceurs? Alors, c'est deux questions un petit peu différentes. Est-ce que vous avez réponse à... Quand on parle vraiment de contenu généré par les consommateurs, c'est vraiment des consommateurs, on va dire, entre guillemets, lambda, hein, on va aller inciter à poster du contenu via une campagne hashtag. Nous, si on veut récupérer, en fait, on va être capable de collecter ce contenu via Instagram, par exemple, mais on va être capable également, en fait, de demander, en fait, une autorisation d'exploiter l'image directement via Instagram, en fait. Et c'est vraiment comme ça que on récupère le consentement de la personne pour que son contenu soit utilisé, notamment sur le site du e-commerce. D'accord. Après, sur le côté influenceur, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront répondre. Justement, Charlotte, j'avais vu passer pendant, effectivement, des gens qui demandaient comment ça se passait avec les influenceuses, notamment dont vous aviez fait appel pendant le confinement. Est-ce que vous aviez fait des contrats? Il y avait une question également que j'avais bien aimée sur les difficultés graphiques que ça peut apporter. Justement. Ouais, c'est super. Alors, sur les aspects contractuels, évidemment, on n'utilisera jamais un contenu sans l'autorisation et même sans payer, notamment sur le site e-commerce, les influenceurs. Nous, on travaille via deux moyens, soit via les plateformes type You, qui gèrent toute la contractualisation.
donc la chaîne d'autorisation et le paiement, soit quand on les prend en direct, on fait un contrat. Donc, voilà, qui définit les termes de l'utilisation du contenu, qui nous cède, qui fait la cession de droit et qui fixe la rémunération. Sur les aspects de branding, c'est clair que c'est l'enjeu. Et c'est marrant, c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, cette diversification dans l'usine à contenu, le fait d'intégrer des contenus qui sont générés par les consommateurs ou par des influenceurs, ça peut perturber un petit peu tout le branding de la marque et ça pose des questions de cohérence d'image de marque. Et ça pose surtout des questions très basiques de gestion de chromie, de lumière, etc. Donc, le gros enjeu sur des contenus qui sont générés de façon automatique. Alors, nous, on fait un peu de cadrage amont pour s'assurer que ça va dans la bonne direction, que c'est dans les standards de la marque, etc. Mais il faut que le contenu il soit le plus naturel possible. Donc, un contenu qui est le plus naturel possible pour la personne qui génère le contenu, il va être moins brandé. Donc l'enjeu, il est là, il est sur comment on s'assure que ces contenus soient attributifs pour la marque et ensuite comment on s'assure que dans toute l'usine à contenu, ils puissent coexister avec les autres contenus. Donc là, on est exactement sur ces problématiques en ce moment avec mon équipe. Donc on réfléchit à des principes de post-prod pour s'assurer que tous ces contenus ils puissent dans le feed Instagram, on avait trouvé plein d'astuces pour faire coexister tous ces contenus. Et puis c'est plus naturel dans le feed Instagram en fait, parce que vous voyez rarement, on consomme pas un feed en feed en fait. On regarde les posts les uns après les autres et la marque elle est très présente. Mais sur un site internet, ça pose plein de sujets. Ouais, c'est complètement différent. Ouais. Okay, des sujets très intéressants sur la gestion d'image. Ouais. On va prendre 2 dernières questions. Hein. Alors, que pensez-vous de Twitter? Alors, on a parlé de beaucoup de réseaux sociaux. On n'a pas parlé de Twitter, qui est très important quand même en France. Valentin, vous proposez Twitter sur votre plateforme? C'est quelque chose, oui, on peut récupérer du contenu provenant de Twitter. Après, dans la réalité des faits, c'est vraiment un réseau qui est... Enfin, moi, je pense que c'est un réseau qui est plus utilisé pour... on va dire du journalisme ou de l'information plutôt que vraiment dans une démarche de social commerce. C'est pas forcément la plateforme la plus adaptée. Hein. Et c'est d'ailleurs aussi beaucoup d'articles sur la façon dont Twitter arrive à monétiser est quand même plus compliqué que ce qu'a pu faire Facebook et notamment avec Instagram. Donc nous, on a la capacité de récupérer ce contenu, mais dans les faits, c'est extrêmement rare. Nous, c'est un réseau qu'on a délaissé, qu'on est en train qu'on se pose même la question pour le fermer. A priori, sur notre cible en tout cas, je pense qu'on ne peut pas répondre pour tous les secteurs d'activité parce que ça va dépendre. En tout cas, pour nous, ça c'est pas quelque chose qui va répondre à nos enjeux. On se rend compte à l'usage que c'est plus du SAV qu'autre chose. Donc, on va peut-être le transformer en un compte qui parlera essentiellement de news corporate, nos engagements de marque, les grandes nouveautés liées à la marque et au groupe, mais pas sur de la collection ou de l'influence, quoi. Et nous, pour Undies, on l'a jamais animé en organique, on l'a jamais utilisé. Par contre, on l'écoute beaucoup parce que s'il y a un problème sur la marque, c'est là que ça sort. Donc, s'il y a un problème de bashing ou c'est là que ça va sortir. Donc, on l'écoute. Donc, on a des solutions qui écoutent le bruit qui est fait sur cette plateforme sur la marque. C'est vrai que la génération Z est quand même très présente sur Twitter encore. Hein. Ouais, mais c'est un canal d'infos. Et voilà. Donc, effectivement, si elle veut bâcher la marque, la génération Z... C'est pas très safe pour une marque, ouais. Mais nous, j'ai la même position que Camille là-dessus. On se rend compte qu'on n'a aucun intérêt à aller pousser des contenus et animer, en tout cas, nos collections sur un réseau comme celui-là. Même d'un point de vue corporate, nous, on privilégie LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, sur le corporate. Ouais. Okay. Très bien. Eh bien, on va prendre une dernière question avant de conclure cette petite matinée. Alors, pensez-vous que Reels, la dernière fonctionnalité qu'a lancée Instagram,
une copie de TikTok, en quelque sorte, pourrait prendre le dessus, justement, sur TikTok, comme ils l'ont fait avec les Snapchat et les Stories. Ils n'ont pas forcément pris le dessus sur Snapchat, d'ailleurs, selon les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas parlé de Reels, en effet. Est-ce que vous vous êtes lancé dessus, Ondise? Non, pas encore, mais bon, on va y aller très vite. C'est une copie de TikTok, donc forcément c'est vertueux. Moi, je crois à la vidéo, en fait. Donc, Oui. je pense que toute fonctionnalité de vidéo sur les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Il faut y aller très vite. Il faut y aller très vite en limitant le nombre de clics vers la vente. Donc, Instagram a été... En fait, Instagram, en proposant de pouvoir générer du lien depuis les stories, a été précurseur là-dessus. Donc, je pense que Reels, Instagram a une puissance de frappe en fait et une capacité à développer rapidement et à marketer son offre qui est exemplaire aujourd'hui. Donc, c'est sûr que Reels va devenir quelque chose de très fort. Après, ça reste l'utilisateur qui choisit d'utiliser ou pas des fonctionnalités. Donc, l'enjeu, il va être là. C'est de voir si c'est utilisé et si, face à la puissance de TikTok, notamment en France, si l'audience suit. Mais d'un point de vue pur d'ergonomie et de fonctionnalité, oui, c'est très bien fait. Ok, très bien. Bon, bien écoutez, je pense que cette table ronde virtuelle touche à sa fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin? Pour moi, c'est bon. C'est bon pour tous? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut, je pense que malgré toute l'émergence de tous les outils qu'on a à notre disposition, je pense que la clé, c'est de garder quand même le côté humain et la relation avec ses consommateurs. De créer de la proximité principalement. Ok, super. Je dirais la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça va très vite, en fait. Donc, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué de comprendre où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire où est-ce qu'il faut investir, etc. Je pense que si on connaît très bien sa marque, qu'on maîtrise parfaitement son discours de marque, ses valeurs de marque et qu'on écoute, c'est facile de comprendre ce qu'il faut faire, en fait. Et il faut juste regarder, Moi, tous les matins, je regarde tous les commentaires sur mon compte Insta. Voilà, il faut juste écouter les gens, ce qu'ils nous disent et regarder ce qui se passe. Et quand on connaît bien sa marque, c'est facile après de comprendre où il faut aller et ce qu'il faut faire. Il faut être immergé dedans. Merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup de merci, beaucoup de personnes qui ont trouvé ça très intéressant. Donc, c'est chouette. Il y a 250 personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin, visiblement. On est monté à près de 400 personnes. Donc, c'est un de bons chiffres. On est content. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire Stratégie et Bazar Voice. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire pour d'autres contenus que nous proposons. On fait 2 webinaires par mois, il me semble, chez Stratégie. Merci à mes invités, beaucoup, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, bonne journée et bon appétit. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.